Bonjour tout le monde, c'est le temps d'une bière, le temps qu'on prend pour parler des gens et de leur histoire et de leur bière, et aussi de la bière à travers les gens, le temps et les cultures. On parle des fois de nos amis de d'autres temps et des fois de nos ancêtres de d'autres époques. Aujourd'hui, on se concentre sur une région mal connue, sur une région peu connue, pourtant sur une région énorme, la deuxième plus grande région administrative de la province de Québec, la Côte-Nord. On va parler de la Côte-Nord de façon un peu inusitée. On va explorer la Côte-Nord à travers ses bières, à travers les bières de la microbrasserie de Saint-Pancrace. On fait ça avec Pierre-Antoine Morin. Comment ça va, Pierre-Antoine? Super bien, Théo. Puis toi? Ça va super. Je suis content de Cool. te jaser. J'avais hâte de prolonger une discussion qu'on avait commencée pour un autre segment et de voir un peu comment est-ce que vous mettez l'histoire et la géographie de votre coin de pays en bouteille ou en canne. Cool. Ouais, t'as une bonne question. Euh, c'est drôle, à la base, Saint-Pancras, on avait comme une idée un peu bête, là. Mais on voulait comme une espèce d'incarner, mais on essaie de trouver comme le thème, le truc qui englobait tout. Et assez Mhm. rapidement, on s'est rendu compte que on allait juste jamais y arriver. Tu sais. Avoir quelque chose tu sais, qui est capable de. Où ça allait être d'un genre de patente cancéreuse, tu sais, que tu essaies de plugger plein de morceaux pour que ça ait, non, ça aurait pas fonctionné. Fait que, ça pour dire que l'idée qu'on a plutôt eue, c'est d'imaginer la Côte-Nord comme une carte. Puis que chaque fois qu'on allait faire une bière, on allait mettre en valeur un endroit, un lieu qui est représentatif de la région. Au lieu d'avoir une bière qui représente l'ensemble de la région, chacun allait être comme un peu comme une étoile, dans le fond, tu sais, d'une espèce d'une espèce de constellation qu'on aurait pu imaginer. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est mis à travailler. Donc, il y a certaines de nos bières qu'on s'est mis à placer sur le territoire. Donc, on fait plus référence à un élément spécifique davantage. Donc, à la place d'avoir, disons, un grand concept qui mélangerait tout le monde, vous avez des concepts qui ont le mérite d'être concrets et puis qui arrangent tout le monde. Ben voilà, c'est ça. Aussi simple que Alors, ça. nous, si je comprends bien, pour le temps d'une bière, on va parler de deux bières. On va commencer par la bière que toi, tu es en train de boire, qui est une Flume. Ouais, notre ale doré, donc Golden Ale, comme style. Euh, la flume, dans le fond. Ouais, flume, juste la La prononciation. Flume. On n'est pas facile, hein? Je pense pas qu'on ait la Vous êtes brasserie. difficile. La Moi, j'essaie brasserie, de vous suivre. non, difficile dans le sens que, juste en termes de prononciation. Hein? Mhm. Saint-Pancras, souvent on entend Saint-Pancras, Saint-Pancras. On n'est pas évident au niveau de la prononciation. Maintenant, la flume, Flume, je pense qu'on voit bien. Flume. Mhm. Flume, qu'est-ce que c'est? Parce que des fois, imaginez Floum, flume. Une flume, dans le fond, qu'est-ce que c'est? En français, ça s'appelle un arboriduc. Bon, arboriduc, on mélange de arbre et d'aqueduc. C'est deux affaires qui vont vraiment bien ensemble. Hein? On Ouais, s'imagine? un aqueduc qui achemine de l'arbre dans ton gosier, Ben, évidemment. non, qui acheminait des arbres au moulin à papier. Parce que c'est exactement ça. Ah. Une flume, dans le fond, c'est une espèce de grande canalisation, euh, souvent qui était plus haut sur des lacs, ou exemple, la rivière Manicouagan. Puis là, bon, dans le fond, OK, je donne un exemple plus simple. La pitoune à Ronde. T'as déjà fait de la pitoune? Je suis jamais allé à la ronde. Mon Dieu, quelle vie triste. Je sais, Mais si moi, là, vous, c'est moi qui est difficile. C'est moi qui complète la vie en ce moment. mais si vous allez à la ronde, vous faites la pitoune, ben ça, là, ultimement, c'est un manège qui représente, qui reproduit ce qu'est une flume. C'est-à-dire, dans le fond, une canalisation dans laquelle on mettait de l'eau et, dans le fond, les billots de bois étaient acheminés, dans notre cas, à Ah. Bécomo, à l'usine de papier, ou tout simplement, des fois, qui étaient juste comme pilés, qui étaient après ça mis sur un bateau, sur un caboteur, ou bon, ça, il y a des bateaux un peu plus gros, puis après ça, qui étaient amenés dans le fond pour transformation, là, devenir du boîtillage, boîte de pâte à papier et autres. Et des flumes, je fais référence à Bécomo, mais il y en a eu plusieurs sur la Côte-Nord. Euh, je pense à Forestville, je pense à Port-Cartier, qui à l'époque s'appelait Shelter Bay. Il y en avait aussi à Saut-au-Mouton.
Donc, dans le fond, c'est ça, cette espèce de grande... que des fois qu'on parle avec les vieux du coin, là, quand ils étaient jeunes, puis il y a des périodes qui étaient plus secs, parce que dans le fond, il n'y avait pas d'arbres qui étaient amenés. Ils se promenaient en bicycle à pédale là-dedans. Imaginez-vous, là, c'est une espèce d'immense... C'était pas un tunnel fermé, c'était quelque chose qui était ouvert. On envoyait de l'eau, des pitounes de 4 ou de 8 pieds là-dedans. Puis voilà, jusqu'au quai, jusqu'au quai ou jusqu'au bord de la mer, là, à la scierie ou à la papeterie, là, dépendant des endroits. Mais ça faisait combien de kilomètres, tout ça? Si je comprends bien, c'était assez gigantesque comme infrastructure. Tu pouvais te tenir debout dedans. C'est fou raide. Non. La seule structure restante d'une flume sur la côte nord est celle à Forestville. À Forestville, ils ont conservé à peu près l'équivalent de pas loin d'1 kilomètre de la flume originale. Donc, c'est vraiment des chefs-d'œuvre d'ingénierie, là. C'est pas juste de construire la structure, mais c'est aussi qu'elle fonctionne. C'est-à-dire qu'à la tête d'une flume, il y a ce qu'ils appelait un jack ladder. Donc, c'est une espèce de système de bascule parce que les arbres, il fallait comme, tu sais, pars de plus haut, puis après ça, ils descendent. Ça, c'est une grosse glissade, dans le fond, là. Mais celle-là de Bécomo, mon Dieu, de faire une 15, c'est pas 20 km, là. Parce que je pense donc, il y avait des estacades sur la rivière Manicouagan. Donc, des endroits qu'on bloquait, si on veut, on retenait le bois flotté. Parce que tout ça part d'un bois qui est flotté d'abord. Donc, il est amené par la rivière flottée. Après ça, on le monte dans ce que je disais tantôt, le jack ladder, l'espèce d'échelle là, qui permet d'amener ça. Après ça, le bois, ben là, il descend sa course sur, imaginez-vous, une pente, de toujours être dans le bon sens. Elle ne peut pas patienter pour pas que ça vire en bassin, cette affaire-là. Il faut que l'écoulement se rende dans la bonne place. Sur des dizaines comment de faire moins 15 à 20 km. Jusqu'après ça, ça se rend au quai, ça qu'on la charge. Ou après ça, on prenait le bois, on enlevait les écorces. Donc, il y avait un aimant de grand parc aux écorces qui était l'espèce d'écorcement. On prenait dans le fond la fibre. Puis après ça, elle était broyée là, puis transformée là, en papier par la suite. Donc, c'est ça. Puis ces installations-là, je pense aussi à Rivière-Pentecôte. Rivière-Pentecôte, il y avait une flume. Donc, il y en avait plusieurs là, tout le long de la région. Écoute, c'est clair que les flumes, la façon dont on en parle, c'est les aqueducs de la foresterie. C'est l'équivalent de l'Empire romain des bûcherons du Québec. C'est une excellente analogie. Oui, non, vraiment, c'était comme une façon à la fois naturellement économique, mais économique non pas tant, oui, en termes financiers, mais aussi en termes d'efforts. C'est-à-dire que c'est un peu comme une continuité du bois flotté. Si c'est plus facile de prendre des arbres, les coucher, les mettre dans l'eau, parce que ça évite tout le transport routier, là, parce qu'on est une époque pré-mécanique, pas pré-mécanique, mais on s'imagine... Pré-électrique, définitivement. Pré-électrique, mais tu sais, oui, le moteur existe, mais c'est bien beau avoir un moteur diesel. Si la route pour s'y rendre est plus compliquée, utilisons les chemins d'eau qui sont existants, les voies d'eau. Donc, l'idée d'une flume, c'est un peu comme une rivière. Comme je dis, c'est une glissoire, là, mais artificielle, qui permet un peu de faire la continuité de ce que le bois flotté faisait, là. Clairement, comme les aqueducs romains permettaient, dans le fond, d'amener un approvisionnement aux villes. On parle d'approvisionnement d'arbres au moulin, là, aux scieries ou au moulin à papier. Là. Mais ce que tu me dis aussi, c'est qu'en réalité, il manquait de rivières pour faire ça. Il y avait des rivières qui se rendaient jusqu'à un certain bout de chemin, mais pas assez. C'est-à-dire que où est-ce que les sites de... Les sites de coupe, oui, c'est ça. Les sites de coupe étaient situés, il n'y avait pas de rivière à proximité. Fait que c'était comme trop loin des rivières, c'est ça? Non, dans le cas, le site est toujours proche d'une rivière parce que une fois que les arbres sont coupés et tout ça, il faut les mettre à la rivière pour qu'ils soient flottés. Une chose. Ouais. Ce qui arrive, dans le fond, dans la situation qui est propre à Bécomo, c'est que la rivière Manicouagan, dans le fond, là, traditionnellement, quand il y avait un barrage qui servait de source d'énergie. Puis le port en eau profonde est situé dans la baie Como. Bon, baie des Anglais, baie Como, qui est comme pas loin, mais juste assez que ce soit compliqué. Donc, dans le fond, c'est pas juste de pouvoir se rendre à la rivière, mais c'est aussi que l'endroit, dans le fond, pour récupérer les bio, puisse être adéquat pour un transport
international ou, dans ce cas-là, parce que le papier qui était fabriqué à Baie-Comeau, dans le fond, là, était la propriété du Chicago Tribune, donc aussi là, du New York Post. Donc, dans le fond, ce papier-là devait être expédié après ça par le biais des Grands Lacs, tout ça. Donc, l'embouchure de la rivière Manicouagan ne permettait pas un port en eau profonde, puisque la baie des Anglais, là, ou la Baie-Comeau, dans le fond, le permettait. Donc, c'est comme juste c'est comme un petit ajout. C'est comme un petit canal qu'on fait en bout de ligne. C'est pas tant pour pallier à quelque chose qui est... C'est dur de remplacer une rivière dans la vie, là, mais c'est comme une petite dérivation, si on veut. Il y a Sapar Mourad Niyazov, ancien président du Turkménistan en Asie centrale, qui est un personnage excentrique, pour dire le moins, qui, lui, a décidé de faire détourner une rivière à travers le désert pour abreuver une espèce de concept de ville qu'il voulait créer comme oasis dans le milieu de nulle part, que ce soit ça ou la capitale. Il a réussi à le faire, pas à la hauteur de ce qu'il voulait faire, mais il en a fait une partie. Puis très tôt, le monde s'est rendu compte que, même parce que c'est un désert, ben, la rivière perdait la moitié de son eau en évaporation. La rivière, elle n'avait pas d'affaire à être là. Fait que, ouais, une rivière, on décide pas juste de créer ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est ça. Des fois, je sais pas, on peut inventer une montagne. C'est ça. Non, au niveau géographique, là, on peut faire des petits ajouts, on peut faire un tunnel, on peut faire un pont. Il y a des éléments qui sont possibles, là, mais je suis d'accord que... mon Dieu, on a perdu le visuel. Je suis pas bon. J'ai accroché mon fil. Ressente-toi un peu, là. Ressente-toi un petit peu pour qu'on te voit mieux. Mais ça me fait penser, tu parlais de la baie Comeau comme... Pardon. La baie des Anglais, là, qui est la baie où est située Baie-Comeau. Ouais, voilà. Ben c'est ça. Je voulais te relancer là-dessus. Tu me l'apprends. Je savais pas qu'il y avait eu un autre nom à ça. Sais-tu pourquoi on appelait ça la baie des Anglais avant d'appeler ça la baie Comeau? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un campement anglais dans le coin? La baie des Anglais, dans le fond, parce que je pourrais en comprendre, là, la baie des Anglais, dans le fond, c'est une compagnie américaine. Comme je disais tantôt, là, qui était dans le fond le colonel McCormick, héros de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un Américain, dans le fond, là, qui, avec son journal, s'est installé là. Donc, puis il y avait son camp de pêche dans le fond de la rivière aux Anglais. Donc, c'était le nom. Je ne connais pas vraiment l'origine du nom de la rivière aux Anglais, mais au niveau de Baie-Comeau, dans le fond, ça fait référence à Napoléon Alexandre Comeau. Napoléon Alexandre Comeau, c'est des espèces de personnages mythiques là, qui étaient à la fois maître de poste, gardien de rivière, médecin, éducateur, naturaliste. Oui. Fourette, là, qui était situé à Godbout, dans le fond, qui est devenu comme un peu un peu comme le père au niveau là, de la différentes colonisations qu'il y a pu y avoir de la région. Donc, la façon de nommer Baie-Comeau, dans le fond, était une façon de perpétuer l'héritage de Napoléon Alexandre Comeau, là, qui était situé, lui, du côté de Godbout. Puis c'est ça. Donc, il est situé peut-être Godbout, là, qui est à une quarantaine de kilomètres environ de Baie-Comeau aujourd'hui. Et il faisait partie, ce petit monsieur, monsieur Comeau, d'une génération où est-ce que c'est encore possible d'être un peu universel, d'être un peu monsieur ou madame universel. Aujourd'hui, ça serait pas possible, ça, de toucher à 1000 métiers comme ça. Donc, tu m'as éduqué par rapport... De façon autodidacte aussi, là, c'est ça. Oui, bien encore plus. C'est ça. Donc, oui, non, une forme d'érudit, là, d'érudit de la forêt, on s'entend, là, je dis pas que qu'il aurait fait un gros show là, à Athènes à l'époque, mais c'est ça. Donc, c'est une diversité de connaissances qui est quand même, comme tu dis, là, impressionnante. Là. Mais revenons à nos flumes. Là, si je comprends bien, il n'y a plus de flumes qui sont en action. Ce qui nous reste, c'est des artefacts, c'est des vestiges. Il y a un petit segment d'1 kilomètre. Mais par contre, s'il y a une chose que ça représente, ça veut dire que dans le développement de la Côte-Nord, la foresterie a été absolument capitale. Est-ce que la foresterie joue encore un grand rôle dans l'économie de la Côte-Nord?
un rôle, un grand rôle, oui, mais si on met les choses en perspective, un rôle progressivement moindre. Mhm. Ben, pourquoi la forêt de la Côte-Nord en ce moment est en partie un peu malade? On va être franc. Dans le fond, c'est des éléments qui sont cycliques. D'un point de vue de la vie d'un homme, des fois ça a l'air gros, là, mais il faut remettre ça dans le temps, dans le fond. Depuis quelques années, dans le fond, il y a ce qu'on appelle la tordeuse des bourgeons d'épinette. Donc, c'est une espèce de un papillon, une chenille là, qui s'attaque ça le dit, aux bourgeons d'épinette. Fait que ça fait 13 ans que je suis dans la région. La forêt est verdoyante. Si vous venez aujourd'hui sur la Côte-Nord, vous allez trouver qu'elle est un peu grisonnante. C'est dans le fond, Ouais. c'est cette tordeuse-là, dans le fond, qui s'attaque et qui, dans le fond, qui nuit à la croissance ou, dans le fond, qui empêche la croissance des arbres. Donc, ça a un impact sur la qualité de la forêt. Aussi, présentement, on n'est pas en train de... On fait un podcast, hein? On n'est pas en train d'écrire d'envoyer les chroniques dans le journal municipal ou dans le feuillet paroissial. Là. Une bonne partie de la forêt, de la région, servait en papier journal. On parlait tantôt là, avec le journal Chicago, New York ou autre. Il y a une bonne partie de la forêt de la Côte-Nord servait de papier journal. Journal qui n'est vraiment pas d'une situation florissante. Là, les perspectives de papier journal dans le monde sont pas wow. Là. En tout cas, tant qu'on a des téléphones et des tablettes, là, on ne s'en va pas à bonne place pour ça. Est-ce qu'il y a des perspectives de développement pour la forêt? Oui, il y a des entreprises. Dans la région, c'est la Côte-Nord. Je prends l'exemple surtout en Haute-Côte-Nord qui le font de façon exemplaire, exceptionnelle. Des façons de mettre en valeur ou de développer la forêt de façon plus avec des produits davantage de valeur ajoutée que ce qui existe. Donc, pour répondre, je fais un certain détour, là, mais la forêt est encore importante. La forêt, on va dire commerciale, parce qu'après ça, on pourrait parler de la forêt récréative, de la forêt identitaire. Bon, c'est plein de choses. Mais perd de l'importance ou n'est plus ce qu'elle était en ce moment. Mais la ressource ligneuse est encore là. L'épidémie là, de la tordeuse des bourgeons d'épinette, c'est quelque chose qui, avec le temps, passe. On sait c'est quoi des épidémies? Hein? On commence en tant qu'humain, on est peut-être plus sensibilisé depuis les 2 dernières années. Donc, c'est des choses qui peuvent durer. C'est quelque chose qu'il y a eu dans les années 80, qu'il y a actuellement, ou qu'on est vers la fin. Donc, il y a des cycles qui sont normaux, dans le fond, au niveau des opérations sylvicoles, au niveau de la forêt. Donc, donc là, ce mélange il y a moins d'opportunités au niveau de la forêt, un peu moins d'opportunités. Il y a moins de disponibilité, puis en même temps, sur les créneaux sur lesquels la Côte-Nord était faite en partie, je donne un exemple, le papier, il y a moins de débouchés, mais je pense que en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conversions qui sont en train, il y a des changements de mode d'opération là, qui se produisent de façon à ce que tu puisses toujours avoir là, une activité là, sur le territoire. Donc, la forêt est importante, mais il faut relativiser. Ouais. Et tout ça nous ramène à la flume, qui est solidement ancrée dans l'histoire. Moi, je me demande, par rapport à la flume, comment est-ce que tu passes de ton aqueduc de forêt à ta bière? Comment est-ce que tu prends la décision de visualiser ou de représenter cette histoire-là à travers ton mou et ta fermentation? C'est good. L'idée, c'était vraiment d'avoir un truc qui soit de l'expression de bière de soi, mais avec un caractère. Des fois, on entendait l'expression, c'est quelque chose qu'on ne comprend plus aujourd'hui, là, que des fois, on voit ça dans des anciens découvertes de journaux, on parlait d'une bière canadienne. Qu'est-ce que la bière canadienne? C'est une façon de distinguer des bières qu'on trouvait plus années 50-60. À la fois, c'est comparé aux bières américaines qui étaient davantage goûteuses, qui étaient plus, en termes d'alcool, un petit peu plus élevées là, de ce qu'on peut au sud de la frontière. Puis, avec quand même un bon caractère, une bonne amertume.
La Labatt 50 était peut-être une bière canadienne. Mais voilà, qui est quand même différent de ce qu'on a, de ce qui a surtout pris le haut du marché là, au niveau des grands brasseurs dans les dernières années. Donc, l'idée, c'est de donner un certain hommage à cette période-là. Bécomo a été fondé en 1937, donc les années 40, 50, 60. Quelque chose de goûteux, quelque chose qui se veut. C'est pas une bière au niveau doublonnage, c'est pas quelque chose de tranquille. Là. Ça a du caractère. Il y en a qui disent ah, j'aime ça, une petite blonde douce. Ben, désolé, ma blonde. C'est pas pour toi. Elle n'est pas douce. Il y a d'autres choses. Parce que la Côte-Nord, c'est rough. T'es pas ici pour la douceur, t'es ici pour le houblon et l'amertume. Ça dépend. En fin de journée, quand le soleil est chaud, là, c'est vraiment le fun. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Donc, ça a du caractère. C'est ce que j'aime de cette bière-là. Donc, c'est quelque chose d'affirmé là, comme produit. Puis c'est comme on disait, c'est vraiment comme une bière de fin de journée. On imagine le bûcheron là, qui, à la fin de sa journée, met sa hache dans l'arbre, va s'asseoir, sauve quelque chose avec ses collègues. C'est pas... ça prend quelque chose avec du tonus. Ça prend quelque chose avec une certaine... quelque chose de plein et d'entier. Donc, c'est un peu ça qu'on allait chercher là, comme esprit, si on veut. Puis, je pense que c'est ce que la bière donne là, comme saveur aussi. Là. Et puis moi, j'ai pas le privilège de goûter à cette bière-là en particulier. J'en ai une autre dont on va parler sous peu. Mais je voulais juste savoir, pour avoir le coup de gueule de fin de journée que tu voulais, quel houblon est-ce que tu es allé chercher? Ben, c'est le houblon classique américain, genre Cascade. Je ne me trompe pas, là. Non, pas Cascade, mais c'est la même famille que le Cascade. Centennial. C'est surtout du Centennial, puis un petit peu d'Amarillo ajouté en kick. Donc, ça. Donc, on est vraiment là dans c'est surtout Centennial qui ressort dans cette pièce-là. Voilà. Je le connais un petit peu moins, le Centennial. Est-ce que c'est plus quelque chose que tu ajoutes... c'est pas quelque chose que tu ajoutes comme amérisant, là? J'imagine que tu le mets pour le goût. Oui, ben, un et l'autre. Oui, en amérisant. Puis oui, après ça, okay. Au niveau... Oui, c'est ça, non? Parce qu'il y a quand même un bon acide alpha, là. Donc, ouais, on aime ça un peu... c'est ça. Comme je disais, ça nous prend du caractère là-dedans. Oh, oui. C'est le temps de laisser une impression. C'est le temps d'une bière. C'est le temps de célébrer une journée rough. C'est difficile, la vie d'un bûcheron. Aujourd'hui, on voit le bûcheron comme étant une caricature plus que comme un métier. Dans le temps, moi, j'ai écouté quelques historiens qui parlaient, dans le fond, du quotidien, du banal, finalement. C'est dans le banal qu'on réalise la pleine réalité de la vie, souvent. T'es très loin de tout. Si jamais tu te blesses, il y a la personne qui a le plus d'expérience à abattre des chevaux ou mettre des linges sur ton bras qui saigne, qui va t'aider et c'est tout. Il faut des quantités de nourriture absolument prodigieuses pour nourrir des gens qui vont bûcher du lever du soleil au coucher du soleil. Et quand tu regardes l'assiette d'un bûcheron, ce que tu vois, c'est... Tu sais, quand on dit, là, quand tu imagines, là, mettons, un bon gros repas là, dans un film de Disney, ben c'est ça, excepté que c'est moins beau puis il y a moins de variété. Tu as une montagne de bines. Ces gens-là mangent des montagnes et des montagnes de bines au lard. Tu as un petit peu de lard, tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bines. Puis tu as un petit peu de thé, tu as un petit peu de café, mais surtout, tu as des flatulences pendant toute la journée. Tu manges juste des bines. Évidemment, il y a du pain, il y a d'autres choses, mais les bines, les fèves sont pas chères, puis sont en abondance. Puis il faut manger beaucoup. Après ça, c'est dur. Tu sues toute la journée. Quand est-ce que tu te laves? À peu près jamais. Tu es loin de tout. Tu n'as pas d'infrastructure, etc. Non, c'est une réalité qui n'est pas évidente à imaginer. Puis une grosse partie de l'ouvrage, ça faisait en fait l'hiver. Faut pas l'oublier. Donc, c'est juste l'écart de température. Là. C'est comme tu dis, tu sues ton corps à journée longue, mais à moins 25. Là. Tout ça faisait partie. Mais pour avoir, super intéressant l'image que tu as créée là, avec la bouffe et tout, mais à proximité dans le fond, entre Bécomo et Godbout, il y a le village de Franklin, chez qui il y a puis à Franklin, il y a toujours le village forestier d'antan qui vient perpétuer ou qui vient, dans le fond, qui est un marqueur de cette réalité-là
totalement là, ce que tu racontes. Là, on la vit à l'intérieur avec t'as même des repas exactement comme tu racontes, quoi que ce soit, avec l'ustensile, tout ça. Donc, non, c'est quelque chose qu'on peut vivre, en tout cas avec les gens qui ont l'occasion de venir dans la région. 20 minutes de Bécomo, village forestier d'antan. Cette réalité du bûcheron-là, vous pouvez en avoir une petite whiff, là, comme on dit. Là. Mais nous en contact là, avec le comité touristique de la Côte-Nord, on va parler de vous. On va dire par où passer, nous, en Côte-Nord. On va leur parler là, du village d'Antan des Bûcherons. Mais avant qu'on fasse ça, il faut qu'on parle de la bière que moi je bois. Parce que, comme je t'ai dit, malheureusement, dans mon coin de pays, qui est pas mal à l'extrême opposé de où est-ce que vous êtes dans la géographie québécoise, moi, j'ai eu accès à une double défi. Et puis, ce que je remarque sur le profil, sur la biographie de votre bière, c'est la citation qui suit, que je m'apprête à lire. On raconte que si des amis de Saint-Jean-Port-Joli te mettent au défi, il faut oser répondre par un double défi pour voir la vie en stéréoscopie. Ma question pour toi, là, c'est sûr que ça, c'est une histoire véridique. C'est sûr que ça vient de quelque part. Ouais. Quel a été le défi initial? Dans le fond, comme vous savez, l'éditeur le savent aussi, dans le monde de la micro, on aime bien faire des collaborations, souvent qui viennent d'une certaine, pas une certaine, une estime ou une appréciation, une admiration de certaines brasseries. Tu sais, hey, j'apprécie vraiment ce que tu fais, on fait quelque chose ensemble. Puis l'idée de la double défi, c'est que mon collègue André, qui s'occupe plus du brassage, tant qu'à faire une collabo, on aime ça de donner un certain challenge, donner un certain défi. Dans ce cas-là, le défi qui a été donné, c'est OK, donc Ralba qui aime faire des bières houblonnées. Donc, on se dit parfait, on va faire une collabo dans le houblon, mais j'amène un ingrédient de chez nous, je te force à l'utiliser. Toi, donc c'est une brasse qui s'est faite aller-retour, mais c'est pas la même bière nécessairement. L'idée après, c'est chez le Ralba, prenez un ingrédient de chez vous, amenez-le à Bécomo, puis forcez-nous, dans le fond, à l'intégrer dans une bière houblonnée qu'on va faire. Donc, dans le fond, de notre côté, on a amené un des fruits qu'on a amené chez nous. C'est un fruit qui n'est pas indigène, mais un fruit qui pousse super bien dans la région. C'est un fruit nordique, donc de l'argousier. Donc, on a amené des baies d'argousier à Saint-Jean-Port-Joli, à la Pocatière, en fait. Maintenant, l'usine de brassage est à la Pocatière. Donc, qu'on a brassé là-bas une bière, avec bière houblonnée, double IPA avec les baies. Puis, quand après ça, les gens de Ralba qui sont venus à Bécomo, ils ont amené dans le fond du miel d'un rucher de leur coin, qui est le rucher d'Amielli. Puis ils ont amené comme 10 chaudières de miel, ce qui est vraiment beaucoup, énormément de miel dans la vie, qui était pratiquement là, la production annuelle du rucher. Donc, c'est pour ça que la bière que tu goûtes, dans le fond, c'est comme quasiment moitié céréales, moitié miel. Il y a vraiment une quantité gargantuesque de... L'avantage du miel, c'est que c'est un sucre qui est totalement fermenticible. Fait que si tu fais aller tes levures jusqu'au bout, il n'y a pas tant de sucre résiduel. Tu peux avoir une impression, un certain goût, mais sans le... Ça ne goûte pas du gros sweet, là, ça ne goûte pas du gros sucre au travers de ça non plus. Donc, ça a été un peu l'idée du double défi. Et pour faire le lien avec... Là, parce que chacune de nos bières, on ajoute une légende. Donc, c'est un peu la légende que tu as lue, on raconte que. C'est comme ça que les légendes commencent chez nous. Stéréoscopie, là, c'est un clin d'œil où, quand j'étais jeune, il y avait l'émission Double Défi, qui était une émission, je pense que c'était une copie d'une émission américaine qui s'appelait Double Dare. Donc, tu sais, c'est comme des équipes, ça le dit, là, se lancent des défis. Et donc, l'idée d'une double. Puis, ce que j'ai rajouté, c'est j'aimais bien, quand j'étais jeune, on en avait un, les Master Viewer 3D. C'est ça, de trucs orange avec des disques que tu formais. Puis ça, dans le fond, même si ça dit 3D, en fond, ce que c'est un stéréoscope. Donc, quelque chose avec deux yeux qui, croisés ensemble, te donne une espèce d'impression 3D. Je pense que c'est le petit visuel que tu as sur la canette, là, l'espèce de Viewmaster. Effectivement.
Voilà! OK, phew, pas trompé. Ah, C'est mais la lunette c'est la lunette de la réalité virtuelle bien avant l'heure. ouais, pas mal bien avant l'heure. J'en avais un quand j'étais jeune. Je tombais des affaires de jeunesse, ça m'a marqué. Donc, ouais, c'est ça. Donc, l'idée, c'est qu'on tant qu'à faire une collabo, on l'a fait aller-retour. La bière, elle a le même nom. Elle se nomme Double Défi dans les deux cas. Mais ben, il y a une version fruits avec arbousier. Celle-là qui a été brassée à la Pocatière chez Ralbock. Puis celle-là que tu as goûté, dans le fond, c'est la version une IPA forte au miel. Voilà. Je sais pas, mais ça ressemblait à quoi comme goût? À quoi ça ressemblait? Ben, ça fait un petit bout que j'en ai goûté, là. Ben, dès la première gorgée, j'ai senti que c'était pas une bière que j'ai souvent goûtée dans ma vie. C'est très fort. Puis je peux pas dire qu'est-ce qui est vraiment fort. Tu sais, ça a un petit côté piquant, là, légèrement piquant. Le côté sucré, moi, je le note pas tellement. Euh, je constate une explosion de houblon, mais tu sais, c'est peut-être moi qui me trompe parce que maintenant que tu as dit qu'il y avait de l'argousier, je me dis, Non, mais ben. il n'y en avait pas dedans. L'argousier, dans le fond, c'est la version qui était brassée chez Ralbock. Ah, Parce que oui, c'est c'est vrai, ok, pas ouais, la ouais, même ouais. recette. On a amené des ingrédients chez eux. Eux, ils ont amené du miel. Puis comme tu dis, si tu dis, Ouais, ah, c'est pas sucré, puis parce que tu dis bière au miel, ça va être comme c'est ça, tout ouais. le sucre. Non, c'est la de fermentation. Tout est fermenté. Ce que ça fait, Ouais. c'est que ça craint en alcool. Fait que ça doit être quasiment, je vais de mémoire, là, ça Ben doit être pas oui. loin de 10% d'alcool. Là. Ben, oui, c'était pas très loin, t'es à 8,9%. OK, Tu on sais, faut le 10, je là. sens l'alcool, c'est une bière qui est forte, mais c'est une bière que je trouve intensément houblonnée, là. L'amertume est présente, le houblon, il est juste, il est très fort, puis elle est bonne. Il y a un petit goût, je sais pas si c'est du pain ou de la résine que je trouve qui est très fort, mais tu sais, pour moi, là, ça, c'est une bonne vieille West Coast. Ben voilà. Puis j'aime autant les IPA que les West Coast. Je sais pas si c'est censé être l'un plus que l'autre, mais tu sais, moi je me plains pas là. Moi je suis heureux. Parfait. L'idée, c'est au travers de tout ça, c'est ça de. C'est un peu à mi-temps, là, au travers du continuum, là. Bière mitoyenne pour relier Voilà. les extrêmes que Voilà. notre province représente. Même si on est tellement chez nous qu'on pourrait penser qu'on est somme toute assez conforme et normal par rapport à nous-mêmes, en réalité, tout ça cache une très forte diversité de peuples, de gens, d'histoires, de langues, de houblons, de techniques brassicoles et j'en passe. La liste serait très longue. Une bière que définitivement j'apprécie beaucoup. Rappelle-moi, l'argousier, là, c'est une plante qui pousse dans votre coin de pays, c'est ça? Ça ressemble à quoi? Dans le fond, c'est une plante qui est cultivée dans notre coin de pays, mais ben, tu sais, je sais qu'il y en a aussi là, dans je sais pas moi, je sais que dans le coin de Charlevoix, il y en a qui en cultivent, probablement sur Mhm. la rive sud aussi. Dans le fond, c'est une plante qui est originaire de l'Asie centrale slash Sibérie. Donc, c'est là qu'on peut retrouver. Puis, c'est le fun parce que si on fait un peu un peu d'étymologie, euh, argousier, dans le fond, le nom latin en botanique, là, c'est Hippophae. Hippo comme, Sous? non, hippo comme hippodrome, comme hippique, Ah, cheval, comme pardon, cheval. pardon. Voilà, c'est beau. Ouais, c'est parfait, cheval. Hippophae, fae, comme phare, comme feu. Là, t'as comme cheval-feu. What the heck? Dans le fond, parce que c'était une baie qui a été utilisée souvent pour. Mettons là, que toi, tu étais dans une steppe d'Asie centrale, là, puis tu sais que là-bas, le commerce des chevaux est extrêmement important. Tu veux vendre ton cheval ou tu veux être fier de montrer ton cheval, tu vas lui donner des baies d'argousier parce que la baie d'argousier était réputée pour faire lustrer le poil des chevaux. D'où l'origine en latin, hippo-fae, donc cheval de feu. Il n'y a pas de cheval qui brûle, là, mais le cheval, il y a de l'air. Ta vieille picouille, tu donnes des baies d'argousier, a de l'air. A de l'air un peu plus comme s'il avait shiny, là, on imagine. Donc, Écoute, man, l'argousier n'est pas originaire de la région.
on peut en retrouver en Sibérie, ça part vraiment des centrales de quasiment de Bulgarie, là, puis traverse ça jusqu'en Mongolie et autres. Mais c'est des climats quand même secs, arides. Nous, dans le fond, là, ici, proche de Bécomo, là, à Pointe-aux-Outardes, c'est une espèce de sablière, une espèce de sol un peu poche qui n'avait rien à faire. Puis c'est vraiment un fruit qui pousse bien c'est souvent utilisé des fois comme ébrisement aussi, parce que c'est une espèce de grosse grappe où que les fruits se ramassent, tout ça. Donc, c'est vraiment des conditions un peu poches où ça existe. Donc, c'est pour ça que ça pousse très bien ici. Ça résiste au froid, c'est très rustique là, comme arbuste. Là. Voilà. J'aurais jamais pensé, en commençant cette conversation, qu'on allait tisser un pont aussi organique et aussi puissant entre la Côte-Nord puis l'Asie centrale, puis qu'on allait parler de l'argousier, qui était à la fois quelque chose que tu fais pour faire lustrer le poil de ton cheval pour le vendre à ton voisin, ou qu'on allait parler de l'argousier comme étant essentiellement l'équivalent physique d'un mur de pierre pour empêcher que le vent dévaste tes récoltes en début de saison. Ça, je me suis levé ce matin et puis je dois t'avouer bien franchement que j'ai pas pensé à ça. C'était pas à l'ordre du jour, hein? C'était pas à l'ordre du jour, mais tu viens titiller des lectures récentes que j'ai faites sur l'ethnobotanique de notre civilisation là, du côté de l'Europe de l'Ouest puis de l'Amérique du Nord. Parce que il y a beaucoup des fondements de nos sociétés qui partent de la Grèce antique puis de l'Empire romain. Il y a beaucoup de choses qui existaient, qui étaient des institutions de l'époque, qui datent du Proche-Orient, qui sont informées par des sociétés nomades, pastorales, qui sont un peu les héritières finalement de sociétés claniques et chamaniques. Tout ça pour dire que c'est flyer mon affaire, là, je t'avertis tout de suite. Si en Mongolie on donnait de l'argousier au cheval pour faire lustrer leurs poils, les Romains donnaient de l'opium à leur cheval pour qu'il résiste à la fatigue. Pardon, pas de l'opium, du cannabis. OK. Le cannabis, son ingrédient actif, il est présent il est présent dans la feuille. Tu peux la manger, cette feuille-là. On donnait du cannabis aux chevaux pour qu'ils soient plus performants. Les Romains faisaient pousser de l'opium aussi dans leur jardin. Il y avait des drogues psychédéliques qui sont illégales, ou en tout cas contrôlées, qui, à l'époque de la Grèce ancienne et ensuite de l'Empire romain, étaient relativement accessibles dans le commun des mortels de ces sociétés-là, qui étaient même utilisées assez clairement comme étant des formes de médication. On donnait du cannabis aux chevaux dans le temps. Imagine. Grosse digression. Aucun rapport avec la flume. C'est vraiment déconnecté. Donc, tu m'excuseras pour ce petit détour historique. Non, parce que, tu sais, c'est des outils. Puis, tout le respect pour la santé animale, tu sais, ça reste des moyens de production. Fait que, comme n'importe quoi, tu sais, si je veux rendre efficace, performant, durer plus longtemps, ben, tu sais, des fois, c'est des valeurs qu'on associe à une société contemporaine, mais on se rend compte que dans une société antique, dans la Grèce antique, la Rome antique, tu n'étais pas en Grèce, mais tu étais plus en période romantique, ben, l'idée de mon cheval, c'est mon tracteur, il faut qu'il marche. Ouais. Là, maintenant, ben, il est fatigué, ça ne marche pas. Si je peux avoir des herbes spéciales ou whatsoever, ça marche puis qu'il travaille quand c'est le temps, ben, je vais lui donner puis je vais opérer. Fait que c'est pas quelque chose qui est ici, on s'entend, t'as l'impression que tu en parles, c'est un peu comme du Red Bull pour cheval. C'est pas différent d'un étudiant c'est pas différent d'un étudiant qui prend un gourou avant un examen. Oui. Ben écoute, on est entouré de drogue. Le podcast est basé sur une philosophie de communauté puis d'éducation, mais ici, tu sais, sur le temps d'une bière, sur le plateau, ben moi, je réalise qu'on est entouré de drogue puis que depuis tout temps, on a voulu les contrôler, puis malgré tout, ils sont toujours autour de nous. Fait que peut-être qu'il faut être réaliste puis de penser en termes d'accommodement. Tu
sais, l'alcool, c'est un sévice, c'est un problème. L'alcoolisme, c'est un grave problème. Il y a plein de maladies qui sont liées à ça. Mais tant et aussi longtemps que c'est sous l'effet modérateur de la communauté, ben il y a de l'espoir. Tu comprends? C'est comme on est coincé avec ça. On est entouré de drogue, le café, le tabac, l'alcool, Le le Tylenol. chocolat, le Tylenol. Il y a des drogues partout. Soyons conscients qu'on a des dépendances sociétaires. On a la société de consommation, de production. La révolution industrielle a non seulement perpétué la consommation généralisée d'alcool, mais l'a amené à son prochain stade et aussi a sanctifié le café comme stimulant. Le café est une drogue aussi qui développe aussi la dépendance. Ça n'empoisonne pas les poumons, mais si tu en prends durant l'après-midi, ça va t'empêcher de dormir. À très long terme, ça peut créer des problèmes. C'est toutes des choses qui modifient le cerveau. On est dans un environnement qui favorise les drogues et à travers ça favorise la dépendance. Puis c'est pas évident. Il faut vraiment prendre le temps d'y penser pour réaliser que on est soumis à des forces extraordinaires qui font qu'on n'est plus tout à fait en contrôle de nous. C'est fou, là. Tu t'en vas dans une pharmacie, il y a plein de drogues qui te sont vendues qui sont légales. Puis après ça, il y en a qui sont encore pires, qui sont pas légales. Euh, oui, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle les normes sociales tu sais, Oui. qui rentrent en ligne de compte. C'est ça, qui rentrent en ligne de compte. C'est un. C'est un grand sujet. Ben non, mais on s'entend que c'est un grand sujet. Je ne sais pas trop comment ouvrir, mais je suis quand même d'accord que chez nous, en tant que on produit de l'alcool, mais c'est sûr que ça amène certaines réflexions. Je ne sais pas, chez nous, dans la brasserie, ben, on a une politique de consommation. Parce que non, c'est pas parce que tu produis de la bière que tu vas te craquer une canne à 8 heures du matin. Voilà. Il y a des. Oui, c'est des drogues, que ce soit un stimulant, un dépressif, un psychotrope, peu importe, mais il y a une acceptation sociale, sociale pas dans la grande société, mais des fois dans le milieu d'amis, un milieu de travail, un milieu d'études familiales, peu importe, qui viennent dans le fond temporiser ou en tout cas le voir qui encore. Le point, c'est pas, comme tu dis, c'est pas une question de bannir parce qu'on en arrive au constat que tout ça existe. Ouais. Ça a un rôle, ça peut avoir un rôle à jouer, mais parce que tantôt tu disais le mot encadrer, mais encadrer ne veut pas nécessairement dire interdire. Là. C'est ça, oui. Ben, il s'agit de guider surtout, puis je pense que l'approche de la microbrasserie vient nous ramener à une époque où est-ce que la consommation d'intoxicants était une affaire de communauté. C'est-à-dire que c'est pas une consommation individuelle ou individualiste ou isolée. Et puis, avant qu'il y ait eu des lois... le lieu d'un gros pub, tu sais, t'es entouré de gens, t'es pas tout seul dans ton sous-sol. Tu sais, t'es au travers de... t'es avec les gens de ton milieu, tes voisins, tu sais, qui sont chez toi. Là, on imaginerait une taverne en Angleterre ou un brewpub à Bécamo. Oui. Fait que tout ça nous rappelle que la communauté est au cœur de la révolution microbrassicole et puis que vous faites aussi de la très bonne bière dans laquelle on peut voir infuser de l'histoire de votre région à vous et de l'histoire finalement de la réalité de ce que ça a été de développer le Québec quand on est loin de tout. Écoute, PA, ça a été un plaisir absolu, un privilège d'être avec toi pour le temps d'une bière. Santé, au plaisir. Cheers, mon ami, au plaisir et à la prochaine parce que je suis pas mal certain qu'il va y en avoir d'autres. Fait que, pour ceux qui nous aiment, qui aiment notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Likez-nous, comme on dit, hein, en bon québécois, sur l'un des réseaux sociaux où est-ce que vous nous avez découvert. Nous sommes sur YouTube, mais aussi sur Google Podcast. On est sur Spotify. Venez nous jaser, écrivez-nous, suggérez-nous du contenu. On est toujours content d'avoir de nouveaux amis. Et je vous dis à la prochaine fois pour le temps d'une bière. Ciao! Santé!